Accord, désaccord avec Gérard Leclerc. 8h41 sur Radio Classique. On est bien sur Radio Classique, surtout pour écouter André Berkoff, Bruno Jeudi et Bruno Roger-Petit. 3 pour le prix de 2, accord, désaccord. 2 Bruno pour le prix et 2 Bruno pour le prix d'un. Bien évidemment, l'actualité, c'est d'abord le remaniement et l'intervention de François Hollande hier. On commence peut-être à aller un mot sur l'intervention de façon générale de François Hollande hier. Comment l'avez-vous trouvé? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Allez, pas de blanc à l'antenne, il faut y aller, les gars. Je suis habitué à toujours parler après Philippe Tesson, c'est pour ça. Roger Petit. J'ai trouvé le président agacé par les questions qui pointaient du doigt, certes avec politesse, mais qui pointaient quand même du doigt les contradictions. C'est le boulot du C'est-à-dire journaliste. oui, non, mais c'est pas ça le problème. C'est le président. Donc c'était intéressant de voir que, alors qu'on avait fait pression sur un certain nombre de parlementaires en leur disant si vous ne votez pas la révision de la Constitution, vous ne serez pas ministre. Je pourrais vous citer un certain nombre de noms de gens qui y ont cru. Et de voir que vous avez Madame Hélène Geoffroy, qui a voté contre tout, qui devient ministre. Là où d'autres Hollandais historiques ou jeunes historiques se sont efforcés mais si vous voulez élargir, faut bien d'être fidèles. Non, mais votre question portait sur le président. Classique. Donc, je l'ai trouvé agacé. Voilà. Parce que ce remaniement ne correspond pas à ce qu'il voulait faire à l'origine. Bruno Jeudi. Moi, je l'ai trouvé, si vous voulez, président, un peu fin de règne, quoi. C'est-à-dire comme son remaniement finalement, son gouvernement, son dernier gouvernement qui sent quand même bien je sais pas, le Figaro parle de replâtrage, de monsieur bricolage. Dire, donc vous êtes raccord avec la presse qui parle de bricolage, de rabibochage, de replâtrage. Je suis raccord et surtout il y a eu un mot. Il a raison alors. Non mais il a un mot qu'il a employé à moult reprises, c'est le mot faire. Et on sent que comme si il se rendait compte que c'était fini, qu'il avait eu le temps de rien faire. Il faut faire ce qu'il faut faire, a-t-il dit. Et il a dit faut. Il y en a qui veulent tout faire, il y en a d'autres qui veulent défaire. Et moi, je veux faire, je veux bien faire même. Donc, on sent que, c'est la fin et que, il se rend compte qu'il aurait dû peut-être s'y prendre plus tôt. Alors, Bruno Roger-Petit l'a trouvé agacé. Moi, je l'ai trouvé agaçant. Et en fait, je l'ai trouvé tel qu'en lui-même l'éternité ne le change pas. C'était le premier secrétaire de Solferino du PS, ce qui n'a jamais cessé d'être depuis 3 ans et demi. Et simplement, comme la marge de manœuvre est réduite, il en est à racler les fonds de tiroirs écologistes. Les écologistes, comme chacun se déchirent entre eux, comme on n'a jamais vu. Non, mais c'est vrai, il y a quand même un problème. Attendez, il ramène Jean-Marc Ayrault, qui est à Fort, c'est sa région, pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui a jamais cessé de l'être. Et en même temps, il y a Cosse et compagnie, et Pompili, qui sont à fond contre. Par définition, si vous les en même temps, c'est peut-être un des seuls points, finalement, je sais pas, dans cette histoire qui dure depuis 40 ans, peut-être qu'on va vers une solution... Il va faire un référendum. Avec un référendum régional, pourquoi pas? Mais qui vote comment? Tout ça pour mais ça. Mais pourquoi pas? Tout ça pour ça. On s'en sort pas. Mais attendez, Bruno, il aurait pas pu faire ça plus tôt? Ah, mais peut-être, André, mais c'est un dossier... Non, 40 ans, Gérard, 40 ans les premiers plans. 40 ans les premiers plans. Je connais un peu, je suis de la région. Je vais vous dire, honnêtement, peut-être qu'il faut en finir avec une solution. C'est la bonne idée, ce référendum? Je ne sais pas. En tous les cas, au moins, c'est une idée. Pour une fois, il y en a une. On va pas toujours tout critiquer. Dieu sait que je critique beaucoup. Donc, voilà, il y en a une. On verra bien. Revenons sur le remaniement lui-même. Faire revenir Emmanuel Cosse, plus donc Barbara Pompili et Jean-Vincent Placé. Après tout, c'était pas aussi évident que ça. Il y a 3 jours, il y avait pas beaucoup d'éditorialistes qui l'annonçaient. Vous avez suivi quand même les tweets d'Emmanuel Cosse? Depuis 3 mois, quand même, on s'est pas fait faute. Emmanuel Cosse disait, Hollande, jamais je rentrerai dans un gouvernement Hollande. Ce pauvre, je ne sais pas, il parlait de Robert Hue, qui voulait essayer de rentrer, il disait, ah là là, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un Marocain? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un Strapontin? Relisez aujourd'hui, parce que ça reparaît dans les réseaux sociaux, tous les tweets d'Emmanuel Cosse depuis 6 mois. C'est formidable. C'est un morceau d'anthologie. Donc, ce qui prouve que c'est un exploit d'avoir fait revenir, non? Écoutez, ce qui prouve surtout le goût absolu du gyrophare et du chauffeur. Non mais Bruno, franchement, c'est un peu triste. Là-dessus, on était parti à l'origine sur un remaniement d'envergure avec des personnalités fortes. Bon, ça n'a pas été possible parce que les gens ne veulent pas venir. Nicolas Hulot ne veut pas venir. On a cherché un grand ministre des Sports qui aurait été issu du monde sportif. Il y a eu quelques perches qui ont été jetées, elles n'ont pas été saisies. Donc à l'arrivée, on se retrouvait avec un remaniement qui servait à bétonner la préparation de l'élection présidentielle. Bétonner l'élection présidentielle, c'était achever, en connexion avec Jean-Christophe Cambadélis, de détruire
détruire Europe Écologie Les Verts, qu'il n'en reste rien. Donc on va chercher le chef du parti, on va chercher les grandes figures du passé de ce parti, Jean Vincent Placé, Pompili, on les met au gouvernement, et vous satellisez Cécile Duflot sur l'extrême gauche. Allez, va jouer avec Mélenchon, où le terrain est déjà très occupé par le Parti communiste, Mélenchon, Clémentine Autain, où il n'y a pas d'espace. Donc cette opération-là, elle est parfaitement réussie. En faisant ça, François Hollande gagne 2 points sur son élection présidentielle, parce que la suite, évidemment, c'est la constitution d'un nouveau parti écologiste de gouvernement, avec lequel on passera un accord en vue de la présidentielle, ce qui achèvera Cécile Duflot, qui n'aura même plus les moyens matériels de se présenter. Ils étaient déjà très faibles, mais là c'est cassé. Pratiquement là, plus les signatures, pas d'argent, voilà, pas c'est de ça, troupes, exactement. Donc là c'est cassé. Donc ce remaniement, in fine, politiquement, il sert à ça. J'ajoute qu'il sert aussi à, d'une certaine façon, encadrer Manuel Valls, d'où la présence de Jean-Marc Ayrault, lequel Manuel Valls a lui-même poussé quelques poulains, comme Madame Méadel et quelques autres. Voilà. C'est un remaniement socialo-socialiste, en vérité, destiné à bétonner le premier tour de l'élection présidentielle de François Hollande. Point. Donc de ce point de vue-là, politiquement, c'est une vraie réussite. Oui, mais alors, ça risque d'être insuffisant pour donner un peu d'élan à une équipe qu'on avait déjà pas beaucoup. Et là, on voit bien que l'intervention du président sur le fond hier soir, il y a plus rien dans le moteur là. C'est vraiment peu d'élan pour les 14 derniers mois. Alors, ses oreilles ont dû siffler, parce qu'on a beaucoup parlé d'elle. Emmanuelle Cos, nouvelle ministre du Logement, elle était ce matin sur France Inter. Écoutez-la, selon elle, il n'y a eu aucun marchandage. Le gouvernement, ça ne ressemble pas du tout à une équipe de combat. Il n'y a eu aucun marchandage à mon entrée dans ce gouvernement. C'est ce qu'a dit François Hollande hier soir aussi. Mais je le dis très simplement. À un moment, François Hollande m'a appelé, m'a dit qu'il voulait des écologistes dans ce gouvernement, qu'il connaissait mes positions, celles de mon parti, nos différends, y compris sur un sujet comme Notre-Dame-des-Landes. Et il m'a dit, je souhaite qu'il y ait pour la fin de ce quinquennat des écologistes et je souhaite que tu aies des responsabilités. Voilà. Donc, réponse... Fabuleux. Non, mais bah oui, voilà. C'est vrai, Bruno, les deux Bruno d'ailleurs, c'est vrai, il y a quand même quelque chose. C'est vrai qu'il a détruit les écologistes, comme d'ailleurs, il a plumé aussi Mélenchon, enfin le Front de gauche, etc. Là, il est très fort. Enfin, c'est sa tactique Mitterrand, s'il avait fait avec le PC. Simplement, est-ce que vous ne croyez pas qu'avec ça, et alors au-delà de l'appareil des partis, reste à la gauche de la gauche, elle est quand même toujours là. Elle n'a pas disparu, elle n'a pas fondu au soleil. Pas, André. Moi, c'est un des trucs surprenants. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans les élections, tout ce qu'il y a eu depuis le début du mandat, on voit que finalement le PS est bas, mais c'est pas le PASOK grec, il est pas tombé à 5. Et la gauche de la gauche, elle a absolument pas capitalisé sur la déception générée par François Hollande, ni le Front de gauche, ni Europe Écologie Les Verts. Et je dirais même, ils ont même baissé. Europe Écologie Les Verts, c'était à la saignée. Alors, autre trait marquant de ce remaniement, le retour de Jean-Marc Ayrault aux affaires étrangères. François Bayrou en a parlé ce matin. Il y a 3 semaines, Jean-Marc Ayrault n'avait pas de mots assez cruels pour le gouvernement de Manuel Valls. Et il se retrouve numéro 2 sous l'autorité de Manuel Valls après avoir été Premier ministre. Franchement, cette impression générale est catastrophique. Mais on a le sentiment d'un système totalement usé, à qui on essaie une ultime fois d'insuffler un peu d'énergie alors qu'il n'en a plus et qu'il ne peut plus en avoir. Système complètement usé. François Bayrou sur RTL ce matin. Catastrophique la nomination de Jean-Marc Ayrault. Mais Jean-Marc Ayrault a bien joué. Il a absolument voulu revenir et il a mis presque François Hollande devant le fait accompli. Au groupe, depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, il y a une petite guérilla qui était menée par lui et ses amis jusqu'au dernier jour où on a vu sur le débat de la déchéance où il a failli, via un de ses amis, un amendement pour supprimer l'article 2 justement sur la déchéance, qui a failli passer, enfin ça a été in extremis repoussé. Donc on voit bien que Jean-Marc Ayrault, il faisait plus peur actuellement à l'intérieur du groupe, les troupes d'Ayrault faisaient plus peur que celles d'Aubry. Et du coup, il s'est imposé. Et alors après, il y a aussi ce que dit Bruno Roger Petit qui est vrai, c'est un bon moyen aussi d'encadrer François Hollande. Je crois qu'il sera Manuel Valls. Je crois qu'il sera assis à la droite du président pratiquement face à Manuel Valls. Ça promet. Je suis pas sûr que par contre Hollande, là, dans son jeu d'équilibriste, à mon avis, il crée un bazar dans son gouvernement invraisemblable. Et les faits, je dirais simplement, franchement, on a beaucoup parlé de la déchéance de nationalité. Oui. Je me demande si on peut pas parler de déchéance de la représentativité. Sur la déchéance de nationalité, hier, vous n'avez pas le sentiment que François Hollande a commencé à évoquer l'idée d'abandon du projet? Il a dit si la navette dure trop longtemps, il faudra pas que ça dure trop longtemps. Il fait des calculs.
Voilà. Alors, faut quand même rappeler que sur un projet de révision constitutionnelle, les navettes sont pas limitées à 2 échanges comme c'est le cas sur un projet de loi ordinaire. Et puis à l'arrivée, c'est l'Assemblée qui décide. Là, la navette peut continuer autant de fois que le texte jusqu'à la fin du mandat, n'est pas commun. Donc, c'est illimité. Parti comme c'est parti, avec une gauche qui ne veut pas voter un projet où il y aurait les binationaux et une droite qui a décidé qu'il faudrait mettre les binationaux, comme c'est le cas de la droite sénatoriale, qui est majoritaire au Sénat, la situation, elle est bloquée. Donc il y a bien un moment où il faudra dire on arrête. Mais l'astuce de François Hollande, depuis le début c'est prévu comme ça, quand même, faisons-lui crédit. Voilà, il va dire c'est de la faute de la droite qui s'est divisée et qui n'a pas voulu porter ce projet. Et à l'arrivée, vous verrez, ce sera de la faute de Nicolas Sarkozy. Allez, d'une présidentielle à l'autre, on va traverser l'Atlantique, passer aux États-Unis. André Berkoff est avec nous. Vous avez suivi en particulier, c'est les primaires, donc avec les 2 surprises pour l'instant, Donald Trump côté républicain et Bernie Sanders côté démocrate. Vu de France, on est un peu catastrophé, faut bien le dire. On dit c'est quand même 2 candidats invraisemblables. Est-ce qu'il faut les voir comme ça, en particulier Donald Trump? Est-ce que c'est entre guillemets le cinglé, j'allais dire? J'ai pas suivi Bernie Sanders, mais j'ai été absolument frappé. Je l'ai vu donc pendant près d'1 heure à. Voilà, vous faites une longue interview dans Valeurs Actuelles. De cette exact. C'est paru là aujourd'hui, hier. Mais absolument le seul d'ailleurs. Allez. Challenge. Non, simplement, ce qui est très intéressant, c'est quand même la distance entre la caricature que l'on peut avoir, pas seulement d'ailleurs dans les médias français et européens, c'est que tous mes petits copains de l'élite intellectuelle new-yorkais, etc., évidemment, c'est le monstre. Il faut reconnaître qu'il a quand même fait un certain nombre de déclarations invraisemblables, interdire les États-Unis aux musulmans, les immigrés sont tous des violeurs, Hillary Clinton, etc. En fait, ça, il est allé alors fort, ça, c'est à l'américaine. Il fait son grand numéro de la guerre des étoiles au maximum. C'est le côté cow-boy. Bon, c'est vrai, mais ça fait un peu peur quand même pour le président de la première puissance mondiale. C'est extrêmement calculé. Sur le plan sociétal, c'est un progressiste. Non, mais c'est vrai. C'est calculé. D'abord, c'est quelqu'un qui est totalement libéral. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je veux porter la chose sur la voie publique. S'il le dit en feutré, personne n'écoutera. Il commence à dire oui, on va construire un mur à la frontière mexicaine. Oui, on va faire ceci, on va faire cela. Et quand on lui dit, moi je lui dis, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire interdire l'entrée? Vous n'avez pas interdire l'entrée aux musulmans, à une communauté, ça veut rien dire, c'est n'importe quoi. Il me dit, mais vous savez, moi j'ai construit des immeubles à Dubaï et dans les Émirats, mais moi mes amis musulmans m'appellent, il me dit, mais Donald, t'as raison, il faut poser la question. Et pour lui, c'est la manière de poser la question. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il est, au-delà de lui, une ubérisation de la politique. C'est-à-dire que la manière dont il fait de la politique, la première des choses qu'il m'a dit, vous savez, moi, je suis sur Twitter, Facebook et Instagram, j'ai 12 millions de followers. Ça, c'est ma base. Deuxièmement, il joue avec les médias. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait, par exemple, quand il y a eu les grandes assemblées Fox News et compagnie? Il dit, je veux pas aller à Fox News, cette journaliste m'emmerde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait à côté un meeting avec les vétérans. Et donc, il réunit 6 millions de dollars pour les vétérans de l'Iowa, mais CNN, rival de Fox News, suit son meeting à lui et le transmet en direct. Il joue formidablement. Et en plus, alors j'allais dire, parce que Bruno a fait une remarque, c'est vrai, on pense que c'est un type, le businessman, etc., mais comme politique, il va être très, très, très différent de ce qu'il était comme businessman. Pourquoi? Parce qu'il est, attendez, on lui a dit, mais comment Hillary Clinton, vous la combattez, mais vous l'avez arrosée, vous avez contribué à ses campagnes. Il dit, mais quand j'étais businessman, j'arrosais tout le monde. Aujourd'hui, je fais ma campagne à moi. Il dit, moi, j'ai 10 milliards. Moi, j'ai besoin de personne, je ne dépends d'aucun lobby, d'aucun groupe financier, moi, c'est mon fric. Donc, c'est en tout cas intéressant à suivre. En un mot, il a vraiment des chances d'avoir l'investiture républicaine et de l'emporter? Écoutez, aujourd'hui, vu ses adversaires, de l'emporter à novembre, ça c'est loin. Mais en tout cas, d'avoir l'investiture, c'est pas impossible. C'est tout à fait de l'ordre du probable. Un mot, Bruno Roger Petit, Bruno Jeudi. Brièvement, parce qu'on est pour nous, Français, c'est compliqué à comprendre, mais Trump, par exemple, s'attire l'hostilité des plus réacs du Parti républicain, notamment le Tea Party, parce qu'il est favorable à l'avortement, par exemple. C'est en ça que c'est un vrai libéral à l'américaine, c'est-à-dire libéral économique, mais aussi libéral sociétal. Premier point. Et deuxième point, marié, etc., voilà. etc. Ouais, en plus c'est un divorcé. Et deuxième point quand même, à suivre, le candidat Rubio, qui est un jeune sénateur républicain de Floride. Pour l'instant, mais vous verrez, parce que c'est un type qui s'est imposé en Floride contre un milliardaire pour piquer un siège de sénateur. C'est un vrai politique, celui-là. Un mot, Bruno Roger Petit. Alors moi, je suis pas du tout un spécialiste, mais j'observe une chose,
c'est que visiblement la question de l'âge des candidats aux États-Unis ne pose pas de problème par rapport à la France. Je dis ça par rapport à nous parce que ils sont tous les deux quand même de bons vétérans, tous les deux de la vie politique. 74. Bon voilà. Et nous on recherche plutôt des jeunes et on n'y arrive pas. Donc merci Bruno. Jeudi, Bruno Roger Petit, André Berkov, dont on retrouve l'interview dans Valeurs Actuelles. À suivre la bourse, le rappel des titres avant Evro Jerry.